Oui, alors en fait, l'idée, c'était de pouvoir expliquer de façon régulière aux journalistes ivoiriens qu'est-ce qui se passait et qu'est-ce que se faisait la force Licorne, donc la force armée française. Et donc l'idée n'était pas une idée nouvelle, puisque moi j'avais déjà pratiqué des conférences de presse ou des points de presse sur les théâtres d'opération où j'avais déjà servi, que ce soit en Bosnie ou au Kosovo. Et donc je voyais mal pourquoi c'était pas possible de le faire non plus en Côte d'Ivoire. Et donc j'ai imaginé, avec l'accord d'ailleurs de ma chaîne Hiérarchie de Paris, de monter des conférences de presse hebdomadaires pour pouvoir diffuser de l'information. Alors la difficulté qui est apparue très très vite, et ça c'était lié quand même à mon périmètre d'intervention, c'est que autant les informations typiquement militaires, elles passaient bien, mais les journalistes ivoiriens, eux, ils avaient envie d'entendre aussi un, un point, ou en tout cas un avis politique sur la situation en Côte d'Ivoire, donc dans les années 2003-2004. Or moi, en tant que porte-parole de la Force Licorne, c'était pas mon job. Donc parce que les journalistes ivoiriens n'avaient pas de relation euh, acceptable, en tout cas, c'est ce qu'ils disaient, avec l'ambassade de France à Abidjan. Donc, donc on a fait une conférence de presse, puis deux, et rapidement on s'est aperçu que l'enjeu de communication purement opérationnelle sur la force Licorne était dépassé par des questions d'ordre politique ou diplomatique qui dépassait ma responsabilité. Donc il a fallu arrêter ces conférences de presse. Mais en tout cas, c'était significatif d'une chose, c'est que les médias ivoiriens avaient besoin d'informations que nous n'étions pas en mesure de diffuser et qu'ils n'avaient pas. De la ligne inter-entité, on va dire, qui séparait la zone de confiance entre la partie nord et la partie sud de la Côte d'Ivoire, ça a été je veux dire, le sujet de préoccupation pendant toute l'année 2003, voire l'année 2004. Bon. Et en fait, alors là, on rentre typiquement dans les modes d'action politique. Hein. Autant militairement, on savait faire, autant en 3-4 jours, on pouvait être dans la zone nord et occuper littéralement l'ensemble du pays de la Côte d'Ivoire. Mais ça nécessitait une décision politique. Et donc, moi, je me souviens très bien qu'à l'époque, Michel Alliot-Marie, qui était la ministre de la Défense, était venue pour le 31 décembre 2003. Et, et, le, et Licorne, enfin le général qui commandait à l'époque l'opération Licorne, attendait le feu vert. Parce qu'on savait qu'il y avait des exactions au nord, qu'il fallait quand même qu'on réussisse à réunifier le pays qui était complètement scindé en deux. Et en fait, cette décision politique de dire oui, on soutient le gouvernement Gbagbo et on va rétablir la paix et la stabilité au nord de la ligne de confiance, eh bien, cette décision n'est jamais venue en fait. Et quelque part, la France a souscrit à cette partition du pays, avec au nord les forces nouvelles et puis au sud le gouvernement du président Laurent Gbagbo. Alors, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois, enfin de côtoyer des forces nouvelles à l'occasion de négociations sur le désarmement, à l'occasion de rétablissement d'accès de circulation et de communication. Et en fait, nous avions en face de nous tout sauf des militaires. Et c'était, à part un ou deux qui étaient conscients du rôle majeur, en tout cas du rôle militaire qu'ils avaient, le reste c'était des chefs de bande. D'aucuns diraient des chefs de gang. Moi je me souviens très très bien d'être allé à Bouaké et d'avoir marché un petit peu avec mon général dans les rues de Bouaké vers le marché, etc. Ou dans la caserne où étaient stationnées les forces nouvelles. Et c'était absolument n'importe quoi. Et c'est vrai que nous, on était armée traditionnelle européenne, structurée, hiérarchisée. Et en face de nous, on avait des gens qui avaient uniquement du pouvoir par la violence, par la terreur qui faisait régner. Oui, c'était plus des chefs de gang. Et moi, ce qui m'a rendu un petit peu amer, c'est de voir la ville d'Abidjan, donc l'année dernière, livrée à ces gens-là,
qui ont soutenu. Alors pourquoi, comment le président Ouattara, ça sera toujours une grande interrogation. Quel a été le deal qui est passé entre ces chefs de bande et le président de Ouattara? Ça, je l'ignore. Mais c'est vrai que c'était tout sauf très rassurant. Et il faut s'imaginer à la place des populations qui étaient dans le nord du pays ou dans l'ouest du pays, côtoyer au quotidien des gens qui étaient sans foi ni loi. Et donc ça a été très très dur culturellement de pouvoir entamer des discussions. Je ne parle même pas de négociations, mais déjà des discussions avec des gens qui étaient bardés de gris-gris, qui étaient tout sauf une armée organisée et loyale. Alors, le porte-parole des Forces nouvelles était quelqu'un d'assez sympathique, complètement obsédé par sa mission de vouloir communiquer sur et essayer de donner une bonne image des Forces nouvelles. Donc c'était quelqu'un de plutôt sympathique et j'avais des relations mais vraiment épisodiques. On se parlait mais vraiment pour se dire bonjour. Ça allait pas plus loin que ça. Il n'y avait aucune velléité de vouloir négocier quoi que ce soit avec lui. On était dans une lutte d'influence chacun en ce qui nous concernait. Moi je défendais l'image moi je défendais l'image et la mission de la Force Licorne. Lui défendait l'image et les missions, si tant est qu'ils en aient eu, des Forces Nouvelles. Ça s'est arrêté là. Je veux dire, ça a été pas plus loin que quelque chose de très policé entre nous deux. Alors, le président Gbagbo n'a jamais vraiment apprécié les médias français parce que les médias français ont pris assez vite le parti pris anti-Gbagbo. Je me souviens très très bien qu'avoir eu la rédaction en chef de RFI qui m'avait dit mais de toute façon nous on est complètement anti-Gbagbo et on continuera sur cette ligne-là. Bon, Figaro Magazine avait sorti un article absolument dévastateur contre Gbagbo où il le présentait comme une espèce de grand enfant jouant avec les populations. Le Monde, c'était pareil, Libération, j'en parle pas. Donc il y avait une sorte de consensus dans les médias français contre Gbagbo, médias français qui d'ailleurs étaient totalement absents de la Côte d'Ivoire. Alors à part le bureau de France 2, à part l'AFP et à part RFI, les journalistes français venaient passer 2-3 jours à Abidjan, se faisaient a priori une idée de la situation et repartaient. Mais ils allaient jamais dans le Nord, ils n'ont jamais rencontré les Forces Nouvelles. Enfin, c'était une vision a priori de la situation. Et ça, c'était extrêmement gênant pour ceux qui restaient en Côte d'Ivoire. Bon, la guerre, elle a peut-être même commencé avant, hein, quand vous avez des mercenaires libériens qui arrivent en Côte d'Ivoire, quand il y a des opérations armées contre ce que les Ivoiriens appellent les corps habillés, hein, c'est-à-dire les gendarmes, les militaires du président Gbagbo. C'est une guerre qui est larvée, mais ça a tout. Alors, je ne sais pas si le nom de guerre est très approprié, mais ça en prend une nouvelle forme en tout cas. Et on était dans une situation de crise tendue pendant une dizaine d'années et qui s'est concrétisée en quelque sorte en 2010. Ça, c'est évident. Mais je veux dire, les exactions sur les populations, quel que soit le côté d'ailleurs, hein, il faut le souligner, c'est déjà un état de guerre larvée. Le problème de la zone nord, c'est qu'il n'y avait plus d'organisation administrative et qu'il était extrêmement difficile de vouloir faire comprendre aux responsables des Forces Nouvelles, Guillaume Soro en premier d'ailleurs, que si on voulait des élections démocratiques, il fallait que toute la population ait accès à ça. Mais comme les bandes armées des Forces Nouvelles avaient pillé à peu près tout ce qui représentait l'administration, toutes les autorités officielles, ben on arrivait à trouver effectivement dans le marché de Bouaké des beignets emballés dans des extraits de naissance. Et comme en plus derrière la fameuse notion d'ivoirité, c'est-à-dire que seuls ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire vont pouvoir être identifiés comme citoyens ivoiriens, bah évidemment, ce n'était pas très intéressant pour les Forces Nouvelles, parce qu'on sait bien que beaucoup de Forces Nouvelles venaient du Burkina Faso, ou d'autres pays, ou du Libéria, ou du Mali. Et donc, c'était aussi le moyen, en écrasant toute forme d'administration, bah de semer un petit peu le désordre et la zizanie,
de continuer, de persévérer une instabilité chronique, militaire, sécuritaire, dans toute la moitié nord du pays. Alors la question de l'intégration des deux clans, hein, Force Nouvelle et Force Loyaliste, elle s'est posée assez vite en 2003, en fait 2002-2003, avec ce qu'on a appelé le programme DDR. Donc c'était démilitarisation, désarmement et réintégration de mémoire. Donc ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que tout le monde va rendre ses armes et qu'on va retourner dans les casernes, qu'on va faire le point et qu'on va intégrer l'ensemble des militaires qui ont déposé leurs armes pour faire une seule armée nationale ivoirienne. Donc, ça a été un échec cuisant. Il y a des millions et des millions de francs CFA qui ont été investis dans ce programme. Moi, je me souviens qu'il y avait des agences de communication qui avaient fait des grands spots partout dans le pays, enfin dans la mesure où c'était diffusable, bien sûr, techniquement, pour essayer de réinstaurer de la confiance et de rendre les armes. Ça n'a jamais débouché sur quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément d'énergie qui ont été dépensées, énormément d'argent pour rien. Pour rien parce que en face, en face et d'ailleurs des deux côtés, il faut être honnête aussi, il n'y avait pas de volonté de vouloir absolument faire restaurer une paix, même précaire. Chacun avait peur de se faire rouler par l'autre. Donc en disant, oui mais moi si je dépose les armes, il faut qu'en face, il les dépose en même temps que moi. Parce que sinon, qui me dit que si je suis le premier à déposer les armes, ils ne vont pas m'attaquer? Donc si vous voulez, en fait, c'était l'illustration d'une absence totale de confiance dans les relations entre les deux entités, entre les forces nouvelles et les forces loyales au président Gbagbo. Et ça, je trouve que ça a été Et pourtant, on développait des efforts, nous, la France, en disant il faut soutenir ce projet, c'est important. De même qu'il y avait des organisations internationales non gouvernementales, ou gouvernementales d'ailleurs, qui nous aidaient à développer ça. Ça n'a jamais débouché. La question de la sécurité dans la zone nord, c'était quelque chose d'impossible à voir pour nous. Même si nous avions des équipes de liaison qui essayaient de savoir un petit peu ce qui s'y passait, comme il n'y avait aucun contrôle de l'administration, enfin c'était complètement désordonné, c'était une espèce d'anarchie totale, eh bien la banque de Bouaké a été mise à sac, puis après la banque de Mans, qui se situe dans l'ouest du pays, et on s'est vu, des millions de francs CFA ont été dispersés dans la nature, et il fallait que nous parvenions à négocier avec des gens qui étaient responsables de ces mises à sac. C'est un peu compliqué. Culturellement et sur le plan éthique, c'est un petit peu difficile à accepter. Oui, c'était les bandes armées des forces nouvelles. Oui, on a toujours hésité sur le qualificatif. Oui, est-ce que c'était des voleurs, des pilleurs, des violeurs, ou c'était des vrais combattants, quoi. Et enfin, moi, je sais que je parie et j'ai choisi. Enfin, j'ai choisi. Mon avis, c'est que c'était tout sauf des combattants. Et qu'ils ont absolument mis à sac la partie nord du pays. Je me souviens très très bien d'être allé dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, dans une ville qui s'appelle Bouna, où là c'était absolument la terreur qui régnait. Ils étaient une bande armée qui faisait régner un semblant d'organisation. Et la population était effarée, elle était terrée chez elle. Et puis c'était des exécutions sommaires. Dans le nord du pays, on a retrouvé, enfin c'est l'ONU, le porte-parole de l'ONU qui me disait ça à l'époque, on a retrouvé des containers remplis de prisonniers exposés en plein soleil. Donc si vous voulez, c'est difficile, hein, de vouloir après engager une quelconque négociation. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'idée de dire on va aller dans le nord pour régler la situation, elle a germé assez vite parce qu'on savait quand même, on avait des informations et des renseignements qui nous disaient que c'était une totale anarchie en haut. Bon, alors on a quand même quelque part, nous aussi, quand je dis nous, c'est la France, a quelque part aussi une responsabilité sur cette espèce d'état de non-droit de la zone nord. C'est que les Ivoiriens, ils attendaient énormément de la France. Ils attendaient énormément de la France, pas que militairement. Sur le plan diplomatique et politique, la Côte d'Ivoire a toujours été
j'ai envie de dire, la fille aînée de l'Afrique et de la France. Hein. Eh bien, les Ivoiriens, ils attendaient que la France s'engage, que le président Chirac s'engage pour restaurer la paix, l'unité du pays. Et je pense que les non-réponses françaises n'ont fait qu'engendrer le désarroi. Ça s'est expliqué comment et ça s'est vu comment? Quand les Ivoiriens d'Abidjan s'en prennent aux ressortissants français, bon, les ressortissants français qui sont un acteur économique important en Côte d'Ivoire, mais c'est parce qu'ils représentent la France. Et la France qui n'a pas été capable de donner une réponse politique claire, un engagement auprès du président Gbagbo en place. Alors pourquoi, comment? Il faudrait poser la question à tous les ministres des Affaires étrangères qui étaient en place à l'époque. Mais c'est l'une des explications que moi je donne de cette défiance progressive des Ivoiriens vis-à-vis de la France. Alors, non-respect des accords de défense, et puis, alors les accords de défense, on a eu l'impression quand même sur place qu'ils se limitaient à la protection des ressortissants français, mais pas des Ivoiriens. Et effectivement, là aussi, ça a été un grand reproche qui a été fait à la France, et donc forcément à la force Licorne qui était sur place. C'est une évidence. Alors, la mort de Jean Hélène, donc, qui était le correspondant de Radio France Internationale à Abidjan, est assez significative d'un parti pris des médias français contre le pouvoir du président Gbagbo. C'est-à-dire que des rédactions parisiennes estiment qu'elles savent tout, et donc il est absolument impossible de pouvoir parler de la Côte d'Ivoire sans condamner d'emblée le président Gbagbo. Et ça, j'avoue que c'est quand même très étonnant quand on est un petit peu observateur. Moi, j'avais la presse tous les jours qui arrivait, et souvent on ne comprenait pas pourquoi il y avait ce parti pris qui était affiché en permanence contre la Côte d'Ivoire du président Gbagbo et contre les Ivoiriens. Et quand Jean Hélène était assassiné, c'est pas Jean Hélène qui est assassiné, c'est RFI qu'on assassine, et c'est la voix de la France qu'on assassine. Lui, il n'est que le porte-parole, un journaliste parmi d'autres. Et derrière, après, France 2 va déménager, va quitter Abidjan, va s'installer à Dakar. D'autres agences de presse anglo-saxonnes vont quitter la Côte d'Ivoire pour aller ailleurs. Donc en fait, au lieu de pouvoir couvrir des informations et de pouvoir couvrir une actualité qui était riche, eh bien en fait, cette couverture de l'actualité, elle va se faire dans les capitales européennes et plus sur place. Et ce qui fait que, au lieu de réparer le fossé d'incompréhension qu'il pouvait y avoir, eh bien, il va se creuser encore davantage. Écoutez, de mémoire, il n'y a pas un seul média français qui a réussi à prendre un contrepoint par rapport au discours ambiant. Bon, vous savez, le problème de la presse française, c'est qu'elle est extrêmement suiviste. Hein. On parle de consanguinité des médias en France, c'est-à-dire que tout le monde répète les informations des autres. Donc, ce qui fait que le média qui va se démarquer des autres pour donner une opinion divergente, mais je crois que j'en ai pas vu pendant le temps où je suis resté en Côte d'Ivoire. Il n'y a jamais eu d'interrogation réelle. Quand on emmenait ou quand on proposait à des journalistes français d'aller voir les forces nouvelles ou d'aller voir un petit peu avec qui on était amené à négocier, c'était non, quoi. Je veux dire, d'emblée, non, ce sont des gentils, ce sont les pauvres, ce sont les faibles. Donc nous, on veut détruire le système Gbagbo, qui est un système fasciste, autoritaire, etc. Donc le parti pris, il était beaucoup dans les médias français. Alors moi, l'impression que j'ai du gouvernement Gbagbo pendant la période où je suis en Côte d'Ivoire, bon, c'est pas vraiment un gouvernement fasciste, hein, c'est surtout un gouvernement qui essaye de limiter la casse et de pouvoir réussir la réunification du pays. Alors si on estime qu'un gouvernement fasciste, c'est d'autoriser des journaux d'opposition tels qu'ils existaient à Abidjan, d'accord, il y avait de mémoire, il devait y avoir une douzaine de quotidiens, tous bords confondus, qui paraissaient. Je ne suis pas certain que ça soit très antidémocratique. Hein. Alors après, qu'il y ait des tentatives de pression, je n'en doute pas. J'ai jamais dit que le camp du président Gbagbo était le camp des saints. J'ai jamais dit ça. Mais c'était à mon avis, et je maintiens, sans doute la moins mauvaise solution pour la Côte d'Ivoire. C'était le gouvernement Gbagbo, c'était un programme social, c'était Enfin, moi, je vais dire, c'est que, et j'assume complètement ce que je vais dire, je crois que Laurent Gbagbo était un homme d'État. Le problème, c'est pour faire sortir son pays et le faire grandir, il faut quelqu'un en face pour pouvoir négocier. Et pour réussir à trouver
compromis. Moi, je me souviens d'une grande cérémonie de la réconciliation qui avait eu lieu en décembre 2003 à Bouaké, pardon, à Yamoussoukro, où tout le monde s'est tombé dans les bras en disant ça y est, on est réconcilié, c'est fini la zone de séparation, la zone de confiance, on va la supprimer dès le 1er janvier 2004, on va se reparler, etc. Mais le problème, il faut être deux pour dialoguer. Et c'est qu'il n'y avait personne en face. Alors d'ailleurs, quand M. Gbagbo fait appel à Guillaume Soro comme Premier ministre, enfin, je veux dire, il faut quand même imaginer ça, c'est-à-dire que le leader des forces nouvelles, de l'opposition, dans une volonté d'apaisement, eh bien, il rejoint le gouvernement et il est appelé comme Premier ministre. Il faut rappeler aussi que pendant toute la période où M. Gbagbo il est au pouvoir à Abidjan, les ministres des forces nouvelles, c'est-à-dire ceux qui défendent la zone nord, ils habitent à Abidjan. Ils sont accompagnés et ils sont protégés par les forces loyalistes, par les forces de M. Gbagbo. Enfin, ça, on l'a oublié. Je veux dire, si jamais on pensait que M. Gbagbo était un véritable fasciste, il les aurait enfermés en prison tout de suite. Il les aurait capturés. Or, c'était des gens qui pouvaient circuler librement. Ils étaient sous protection parce que c'était normal, mais ils n'étaient pas en résidence surveillée. Il fallait absolument que l'administration, elle arrive à continuer à faire un semblant d'administration. Ça, c'est évident. Mais après, moi, je dis souvent que la zone nord, c'était une zone de non-droit, une terra incognita. Pendant des semaines, on ne savait plus ce qui se passait dans le nord. C'était quand même assez inquiétant. Hein. Donc, plus de nouvelles, des familles séparées. Alors, de temps en temps, il y avait des circulations de bus qui allaient d'une zone à une autre, mais les gens, ils étaient rackettés systématiquement dès qu'ils passaient la zone de confiance. Bon, c'était compliqué et je pense sincèrement que le président Gbagbo a toujours voulu construire, en tout cas maintenir l'unité du pays, et que c'était son objectif. Et je pense qu'il n'a pas eu d'autres objectifs politiques que ça. C'était de maintenir l'unité du pays et surtout d'éviter la partition. J'ai continué à suivre un peu les événements de Côte d'Ivoire, mais évidemment avec le lien se détend de plus en plus, et puis jusqu'aux événements de 2010 et l'arrestation. Et là, j'avoue que j'ai été quand même assez stupéfié, quoi. Parce que je me disais, ça y est, les brigands sont à Abidjan, et ils ont réussi à... Enfin, quand on voit comment a été traité le président Gbagbo et son épouse, c'est quand même pas terrible. Bon, enfin, visiblement, ils ont eu l'assentiment de l'ensemble de cette fameuse communauté internationale de prendre le pouvoir à Abidjan. On verra bien ce que ça donne. C'est ça le problème, c'est le processus d'engagement. Une fois qu'on a dit quelque chose à l'occasion de négociations, c'est difficile de revenir en arrière. Mais Marcoussis est un marché de dupes. Enfin, je veux dire, tous les Ivoiriens l'ont compris à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on labellisait d'une façon très officielle des gens qui étaient des hors-la-loi. La France-Afrique, ceux qui disent qu'elle a disparu, ce sont des menteurs. La France-Afrique, elle a sans doute changé de visage entre les années 60, en particulier au moment de la décolonisation, et les années 2000. Mais la France-Afrique, elle est toujours là, elle est omniprésente. Alors elle s'appelle des noms de grandes entreprises qui ont pignon sur rue. Et évidemment, il faut pouvoir financer les concessions, il faut pouvoir cotiser à certains partis politiques. Hein. D'ailleurs, certaines entreprises françaises ont cotisé au FPI de M. Gbagbo. Hein. Ce qui est un véritable paradoxe quand même. Il faut s'imaginer que des entreprises financent, comment, j'en sais rien, mais en tout cas, quand je veux avoir la concession du port d'Abidjan, il faut que je donne un petit peu d'argent au parti du président ivoirien. Mais en même temps, cette entreprise-là, elle va dire comment je vais m'en sortir le mieux possible s'il y a transition politique. Eh bien, on va changer de client. Donc, au lieu de donner de l'argent au parti du président Gbagbo, on donnera de l'argent au parti du président Ouattara. L'essentiel, c'est que nos enjeux économiques soient intacts. Avec, bien sûr, la bénédiction du pouvoir politique en France. Alors,
À l'époque, nous entendions parler de tous ces programmes de socialisation, d'alphabétisation, d'éducation des populations. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais c'est vrai qu'en fond de tableau, il y avait toujours la question, bon, ok, nous on va le faire, mais alors, et demain, alors, ils font comment dans le Nord? Et là, il n'y avait pas de réponse. Oui, enfin, moi j'étais parti à l'époque, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? C'est que, on en revient toujours à la même question fondamentale, c'est que qui a soutenu le président Gbagbo? Personne. Donc au bout d'un moment, si vous voulez, tout le monde a envie de mettre la main sur la Côte d'Ivoire, parce que c'est un pays qui est plein de ressources naturelles, c'est quand même aussi ça, hein. Et à la fois au nord et au sud, il y a le cacao, le café. Bon, et donc c'est un peu un pari politique perpétuel. C'est-à-dire, je, je parie sur qui pour que mon bénéfice à la fin de la crise soit entier et voire même il s'accroît davantage. Alors c'est de cynisme absolu ce que je suis en train de dire, mais c'est comme ça que ça se passe. Enfin, je veux dire, il faut de temps en temps dire aux gens, évidemment, les médias français, les journalistes vont dire, on va s'attarder sur les jeunesses patriotes, sur la pauvreté des populations, sur le terrorisme des collaborateurs du président Gbagbo. Mais combien de papiers ont été faits sur la mise à sac des plantations de cacao? Combien de papiers ont été faits sur l'investigation de plus en plus grandissante des compagnies américaines dans le marché du café? Combien de papiers ont été faits sur les forces nouvelles dans le Nord, sur l'absence de médias dans le Nord? Rien. Donc si vous voulez, le parti pris, il est là aussi, hein. Donc il faut être extrêmement prudent sur, sur les conclusions à tirer. Oui, non, mais